Bonjour, donc je vais vous parler d'accessibilité et puis je me fais le défi de faire une petite conférence en même temps que l'organisation. Je pense que j'aurais préparé ça avec plus de temps s'il n'y avait pas l'organisation, mais ça va très bien se passer. L'accessibilité, c'est un thème qui n'a pas été abordé dans les WordCamp depuis 2019. Ça fait 6 WordCamp qu'on n'a pas traité du sujet. Alors que pour autant, on est de plus en plus nombreux à percevoir le côté indispensable de faire attention à ce domaine-là. Je vais donc me présenter. Moi, je me positionne pas comme un expert en accessibilité. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'accessibilité, c'était plus un domaine de niche et je trouvais qu'il n'y avait pas la place. Moi, à la base, je crée des sites, ça fait un peu plus de 25 ans. Je suis formateur depuis presque 15 ans sur de la formation initiale des étudiants ou alors des demandeurs d'emploi. Et ça fait longtemps que j'aime bien l'accessibilité. Là, je fais de plus en plus d'audits en accessibilité. Pendant longtemps, j'étais vu par mes collègues formateurs comme ce formateur un peu original qui parlait d'accessibilité alors que personne n'en avait rien à faire. Et là, en l'occurrence, il y a un cadre législatif qui change. J'ai l'impression d'avoir un peu plus de sens à avoir cet intérêt. Et du coup, si je me sens pas expert, je me permets de vous en parler parce que je me dis que parmi vous, il y a très probablement plein de gens qui sont pas au courant de ce qui arrive. Et il est temps de se tenir informé parce que on est nombreux à y être confrontés en créant des sites internet. D'abord, très rapidement, qu'est-ce que c'est que l'accessibilité ? L'accessibilité, c'est la possibilité de consulter un site pour tous les utilisateurs, quelle que soit leur difficulté. Ça peut être des personnes qui sont en situation de handicap, mais pas seulement, ou ça peut être juste une situation de handicap temporaire. Avec les JO, les Paralympiques, cette année, ça a permis d'un peu plus sensibiliser, c'est très bien. Souvent, on a l'impression que l'accessibilité, c'est un truc qui concerne qu'une niche, trop peu d'utilisateurs pour mériter de faire des vrais efforts. Si vous avez cette impression, vous vous trompez complètement, parce que je pense que vous faites des efforts pour des pourcentages un peu plus importants que ça quand ça concerne la compatibilité avec les différents navigateurs. Là, en l'occurrence, on a tendance à considérer qu'il y a, suivant les études, entre 15 et 30% de la population qui est en situation d'accessibilité. Vous voyez les chiffres qui peuvent concerner les malvoyants qui ont des problèmes de vue quand même suffisamment importants pour avoir une carte d'invalidité, c'est pas juste des gens qui portent des lunettes. Les daltoniens, les dyslexiques, etc. Donc ça concerne plein de monde. L'accessibilité dans le web, on peut dire que le web a été laissé tranquille pendant longtemps. Depuis sa création, le W3C, l'organisme qui définit les normes d'Internet, s'est assez rapidement emparé du sujet et a défini un référentiel qui est le WCAG. En France, en 2005, on a un élément fondateur qui est la loi handicap qui s'est imposée sur l'accessibilité des bâtiments par exemple, mais le web est resté tranquille pendant longtemps. Il y a juste eu le début du référentiel français qui est la déclinaison du WCAG dans la version WA qui a démarré en 2009 et les choses ont évolué depuis pour monter en version. Mais pendant longtemps, c'était une incitation. Sans doute, il y avait une volonté politique de laisser se développer un secteur émergent et pas de vraies contraintes, qui fait que la plupart des personnes ne s'en sont pas préoccupées. Les contraintes ont commencé à arriver... non, c'est ma slide d'après, les contraintes. En parallèle, on a aussi
une réglementation européenne qui est arrivée en 2019, dont je vais vous en reparler après. Les contraintes, elles ont commencé à arriver en 2019, la même année, où il a commencé à avoir des sanctions pour les organismes publics et pour les grosses entreprises. Je vous détaillerai ça juste après. Cette réglementation européenne, elle a bénéficié d'une ordonnance au niveau français, une transposition au niveau français, qui impose des sanctions dans pas très longtemps. C'est le 28 juin de cette année, donc sensiblement dans à peine plus d'un mois. De quoi il s'agit exactement, ce qui va rentrer en vigueur dans un peu plus d'un mois? D'abord, qui est-ce que ça concerne? Les organismes publics. Ce que j'entends par là, donc, c'est l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics type hôpitaux, universités, les groupements d'intérêt public, les organismes de droit privé, délégateurs de services publics. Je pourrais citer par exemple la RATP, les fournisseurs d'eau, d'électricité, les sociétés HLM. Tous ces organismes-là peuvent être considérés comme deux missions de service public. Ça peut concerner aussi les grosses entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros. Donc ces deux cibles, on va dire, sont concernées par des obligations des sanctions depuis 2019 qui se renforcent au 28 juin de cette année. Et il y a une troisième cible qui se rajoute, qui sont certaines PME. Donc c'est les PME qui peuvent avoir un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros ou à partir de 10 salariés dans certains secteurs, pas tous les secteurs. Il y a certains secteurs où je pense qu'il y a plus de grosses entreprises, les premiers, services bancaires, télécommunications, il y a quand même beaucoup de grosses entreprises. Par contre, les trois qui suivent, il peut y avoir beaucoup de PME, donc il peut y avoir les sites e-commerce qui sont pleinement concernés, il peut y avoir les services de transport, ça peut être les taxis, ça peut être des petites compagnies de bus locales qui dépassaient pas 250 millions de chiffre d'affaires jusqu'à présent, qui maintenant vont être concernés. Il peut y avoir des services de réservation, de billetterie en ligne, par exemple des salles de spectacle ou des choses comme ça. Il y a encore d'autres secteurs, le livre numérique, les guichets automatiques, mais qui sont plus liés à des produits spécifiques que des sites internet, peuvent l'être aussi, mais je crois que ce qui est visé, c'est les guichets automatiques, par exemple, c'est les bornes elles-mêmes. Les sanctions, depuis 2019, les deux premières cibles que je vous citais, elles pouvaient avoir des sanctions qui pouvaient aller jusqu'à 2 000 euros. Pour les petites communes de moins de 2 000 habitants, ça faisait une charge quand même qui était importante. Du coup, les sanctions étaient réduites à 2 000 euros seulement. 20 000 pour les premiers, 2 000 euros pour les petites communes. Au 28 juin de cette année, les sanctions deviennent plus importantes pour les organismes publics, ça peut monter jusqu'à 50 000 euros. Pour les PME, c'est une contravention de 5e classe, donc ça correspond à 7 500 euros pour les personnes morales. Il peut y avoir confiscation de services, il peut y avoir des amendes journalières de 3 000 euros avec un plafond très important. Ça a de quoi faire réfléchir, je pense. C'est quoi les obligations ? Les obligations, c'est la publication d'une déclaration d'accessibilité, c'est-à-dire avoir fait un audit du site en se référant au RGA dont on va parler juste après, et pouvoir indiquer sur le site, si, sur un panel de pages, si le site est conforme au RGA. On va parler un petit peu plus du RGA. Pour les deux premières cibles dont je parlais, il y a aussi la mise en place d'un schéma pluriannuel s'il n'y a pas une conformité totale pour dire comment est-ce qu'on va y arriver sur 3 ans. La publication d'un plan d'action et une indication claire sur la page d'accueil et sur les autres qui indique est-ce que le site est non conforme, partiellement conforme, c'est-à-dire 50% des critères ou totalement conforme. Il faut aussi indiquer une méthode facile d'accès pour les utilisateurs de signaler toutes les non-conformités qu'ils pourraient avoir. Comment s'adapter du coup par rapport à tout ça? Comment s'adapter pour les sites, vous aurez compris, c'est mettre en place cette déclaration d'accessibilité. Mais je sais que parmi vous, il peut y avoir aussi un certain nombre de prestataires qui créent des sites pour
qui sont concernés. En l'occurrence, il faut que je vous indique qu'en tant que professionnel, vous avez une obligation de conseil à vos clients. Il faut que vous leur indiquiez qu'ils ont ces obligations et donc ça semble assez naturel que vous les orientiez vers la solution, une solution que vous pourriez proposer vous-même ou vous pourriez vous adresser à une société extérieure. Moi, je trouve ça plus logique de s'adresser à une société extérieure. C'est un peu comme si un garagiste devait faire un contrôle technique. Il y a comme une sorte de truc qui marche pas bien dans l'histoire. Ça donne une indépendance de s'adresser à quelqu'un d'autre. Qui est-ce qui peut être concerné dans les prestataires pour se former à l'accessibilité et savoir bien faire les choses? Ça peut être les rédacteurs, les concepteurs, les développeurs, les responsables d'exploitation. Voilà. Donc, une déclaration d'accessibilité, à quoi ça ressemble? J'ai fait une capture d'écran de celui de la mairie de Toulouse. Je n'ai pas lancé mon navigateur. Il faut du temps, je suis bien. Tac. Ça arrive de suite. Je vais basculer comme ça. Ce sera plus simple. Vous voyez, accessibilité partiellement conforme qui est présent sur la page. Et il y a un texte dont le gabarit, il y a un modèle qu'on trouve assez facilement, du coup, qui liste comment s'est passé l'audit d'accessibilité en indiquant qui l'a fait, quels étaient les outils utilisés, quelles sont les non-conformités, les voies de recours, comme je vous le disais. Où est-ce qu'elle est? Ici. Voilà. Le RGA, de quoi s'agit-il? Le RGA, du coup, j'ai basculé moi. Désolé pour ça. Voilà, très bien. Donc le RGA, en l'occurrence, c'est donc un référentiel qui se base sur le WCAG, qui contient 13 thèmes, 106 critères, 326 tests qui sont associés à ces critères, qui peuvent s'appliquer potentiellement à plusieurs éléments dans une page. Par exemple, les images, il y en a plusieurs, et ben faut bien tester toutes les images. Donc, du coup, c'est quand même clairement quelque chose de conséquent. On ne fait pas un audit d'accessibilité en 1 ou 2 heures. Ça doit s'appliquer sur un panel de pages du site web, parce que des sites web qui ont plusieurs dizaines, centaines de pages, on ne va pas toutes les tester. En général, il y en a entre 10 et 15 des pages qui sont testées. Il peut avoir des outils de test automatiques qui permettent de valider ou d'invalider certains des critères. Ce serait une erreur de croire que ça permet d'être tranquille avec ça. La plupart des solutions automatiques en accessibilité ne couvrent, en général, on a tendance à dire entre 20 et 30% des critères seulement. Autant dire que des critères où il y a besoin d'une intervention humaine pour se rendre compte est-ce que c'est bon ou pas bon, ça reste absolument indispensable. Pour vous citer un exemple, à partir du moment où il y a une image qui est affichée sur un site, est-ce que l'image doit être décorative et on ne mettra pas de texte alternatif, ou est-ce que l'image est porteuse de sens et là il faudra la décrire et correctement la décrire? Est-ce que la description correspond à quelque chose de pertinent pour une personne malvoyante ou non-voyante? Ça, c'est difficile d'avoir un programme qui établit ça tout seul. Ça reste une appréciation humaine. Concrètement, à quoi est-ce qu'on peut faire attention? Donc, je ne vais pas pouvoir couvrir tous les critères, mais je vais vous donner quelques exemples. Moi, des retours que j'ai des professionnels du web, j'ai l'impression que la plupart d'entre vous savent qu'il faut se préoccuper des textes alternatifs, de la balise alt sur les images, ou alors qu'il faut faire attention au contraste. Mais il peut y avoir quand même plein de choses qui sont méconnues.
Je vais prendre l'exemple du site du château de Versailles, où en l'occurrence là c'est plutôt un bon exemple. Je vais avoir des mauvais exemples et des bons exemples. Plutôt un bon exemple au niveau de la navigation. Pour répondre aux critères, on a besoin d'avoir 3 types de navigation différentes dans un site web, ou au moins 2 sur 3. Entre des menus où on va trouver les différentes pages qu'on pourra visiter, un moteur de recherche, là on voit l'icône avec la loupe pour y accéder, un plan du site. Il peut avoir d'autres éléments qui apportent du confort. Là on voit un encart à gauche aller au contenu. Ça c'est quelque chose auquel on accède facilement quand on utilise la touche tabulation, qu'on ne peut pas naviguer avec une souris. Par exemple, des personnes qui pourraient avoir j'ai le nom qui m'échappe quand on tremble trop, et donc ils vont naviguer au clavier, et donc ce menu d'accessibilité qui va apparaître quand on appuie sur la touche tabulation va permettre de passer directement au contenu plutôt que de devoir explorer toute la navigation avant de pouvoir y accéder. On peut voir aussi un fil d'Ariane, où là aussi c'est quelque chose qui peut être appréciable pour savoir où on se trouve sur le site. Au niveau des couleurs, on reparlera éventuellement un petit peu de contraste par la suite. Là, moi, j'aimerais plutôt parler des informations qui sont transmises par les couleurs. Et du coup, j'ai pris le mauvais exemple du site L'Équipe qui, dans ses indications sur les derniers matchs gagnés ou perdus par différentes équipes, l'indique avec des pastilles rouges ou vertes. Ben, du coup, quelqu'un qui est daltonien, il va avoir du mal à comprendre est-ce que le match est gagné ou perdu. On voit une meilleure utilisation sur le site officiel du Top 14, où il y a les mêmes pastilles, mais on a un D pour défaite, un V pour victoire, qui ne mettent pas de côté les personnes daltoniennes. Ça fonctionne beaucoup mieux. Un autre exemple, c'est ce graphique, où en l'occurrence on a des étiquettes qui sont associé au pourcentage dans le graphique à gauche, et du coup qui peut être être compris même par une personne qui a des difficultés visuelles par rapport au contraste, alors que à droite il faut bien percevoir le contraste pour pouvoir associer la bonne étiquette, et du coup là c'est beaucoup plus compliqué. Un autre exemple sur l'ordre des informations. On voit dans l'exemple à gauche une partie actualité où j'ai un premier bloc, la première actualité, avec d'abord une image et puis ensuite une catégorie et le titre à la fin, top départ. En l'occurrence, ça c'est un bon exemple. On voit que si on désactive le CSS dans la capture sur la droite, l'ordre n'est pas du tout le même. J'ai le titre en premier, j'ai la catégorie ensuite, j'ai l'image après. À partir du moment où il y a une synthèse vocale qui doit lire ça, c'est beaucoup plus compréhensible. Surtout que quand on navigue avec une synthèse vocale, on a des raccourcis pour aller plus rapidement dans différentes parties du site, pour pouvoir passer d'un titre à un autre. Du coup, si vous mettez des infos avant le titre, ben forcément, la personne qui va naviguer comme ça ne va pas avoir ces informations, parce qu'elle va commencer à lire le titre qui l'intéresse, et elle n'aurait pas le texte alternatif pour l'image ou le nom de la catégorie. En accessibilité, il veut aussi avoir besoin de sous-titrer les éléments. On le fait aussi ici avec la Vélotipie, mais au niveau des vidéos ou de l'audio, on a besoin de pouvoir fournir quelque chose aux personnes qui ont des déficiences auditives. En plus, il y a de plus en plus d'outils qui peuvent aider à faire cette transcription qui était quand même assez fastidieuse et qui l'est de moins en moins. Je vais prendre aussi l'exemple de la sémantique. Quand on parle de HTML, pour ceux qui ont vu ces notions, on sait qu'il y a des balises qui ont du sens, qui ont de la sémantique, qui servent à par exemple, structurer les grandes parties du site. Pour ceux qui sont moins à l'aise avec, je vous ai mis la capture d'écran dans Gutenberg à droite, dans Elementor à gauche, où on voit que pour les éléments, on a la possibilité de définir
définir des balises HTML de façon à bénéficier de cette sémantique. Cette sémantique, elle va vous permettre d'indiquer les grandes zones de votre site internet, par exemple les différents articles, les différentes sections. Et en l'occurrence, quelqu'un qui navigue avec une synthèse vocale, qui a des raccourcis où il peut passer de titre en titre, il peut aussi passer de grande section en grande section. Et donc si vos sections elles sont mises en place, et ben, du coup ça l'aidera énormément à naviguer. La tabulation, là je vais utiliser mon navigateur pour qu'on aille voir ça. Donc on utilise le raccourci... Est-ce qu'il me le lance? Et il faut que je bascule ça ici. Voilà. Je suis sur le site, il a été mis à jour depuis que j'ai fait ma capture d'écran. Je suis sur le site VP que vous connaissez bien, j'imagine. Vous voyez que là, je suis juste sur la page d'accueil. Je vais utiliser la touche de tabulation pour naviguer dans les menus. Je vois que j'ai un highlight qui me montre que je pourrais cliquer sur le logo pour revenir sur l'accueil. Je navigue. Et je vois que j'arrive dans le champ de recherche. Je continue de naviguer, j'appuie sur la tabulation, je vois qu'il y a le bouton accueil qui apparaît. Le champ de recherche est resté là. J'appuie à nouveau sur la tabulation, et là je suis en train de naviguer sur les boutons qui sont dessous le champ de recherche. Donc ça c'est clairement un contenu obstructif. Là je vois plus du tout où je suis dans le menu. Alors que avec ma souris, si je clique ailleurs pour le fermer, ben, je pourrais continuer à naviguer avec la tabulation. Si jamais il n'avait pas été ouvert, ça marcherait bien. Mais à partir du moment où je suis à l'intérieur et que je continue d'utiliser la tabulation, ben, c'est bloqué, je ne vois plus rien. Donc ça n'a clairement pas été testé en termes d'accessibilité. La tabulation, un autre exemple avec le site de La Redoute. On parle parfois de piège au clavier, c'en est presque un. Tac, 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 tac. Où est-ce que je le lance ici? Donc je suis sur le site de La Redoute, je navigue avec la tabulation. Alors on voit pas grand chose pour l'instant, donc déjà ça c'est pas super. Là par contre il a entouré le logo de La Redoute, donc je sais que je vais pouvoir revenir à la page d'accueil. Je vais aller voir le menu, je passe d'un menu à l'autre, ça marche assez bien. Et puis j'arrive dans le champ de recherche, j'appuie sur la tabulation parce que c'est pas ce que je voulais. Et j'arrive dans le champ de recherche, mais... Ah ben si, au final, j'ai une petite croix, il fallait vraiment que je la trouve, limite je la voyais presque pas, là je vais pouvoir fermer et continuer. Voilà, la croix est pas très facile, on est presque dans un piège au clavier. La tabulation, je vais passer un peu dessus parce que je ne vais pas avoir le temps de tout vous montrer, histoire de respecter un peu le timing. Au niveau des images, j'évoquais des images qui parfois peuvent avoir une description, parfois non. Est-ce que la description est pertinente? Là, j'ai utilisé l'inspecteur du navigateur pour regarder quelle était la description sur ces discounts. Et je vois que la description de l'image, ben, en l'occurrence, c'est exactement le titre de l'article. Donc en fait, là, la description elle a été remplie plutôt par des spécialistes en SEO, j'imagine, histoire de rendre un peu plus présent certains mots-clés. Par contre, on sait tous très bien que sur ces discounts, Amazon, etc., souvent dans les images, on a des informations techniques qui sont très utiles, qui ne sont pas toujours dans la description. Là, en l'occurrence, je vois que ce vélo électrique, il peut aller... non, il fait 120 kg. Le 40-70 km/h, il était dans le titre. Mais par contre, 120 kg, ça, je ne l'ai pas forcément. Et si je vais sur d'autres images, il pourra avoir d'autres informations comme ça qui devraient être présentes dans l'attribut alt. S'il y a une information qui est donnée aux voyants, il n'y a pas de raison que les non-voyants n'aient pas le droit d'y accéder.
Dans les images, sur la pertinence, là j'ai mis un peu en surbrillance une carte de la France où on peut voir sur le site de la ville de Carcassonne, je crois, ou l'office du tourisme de Carcassonne, on voit une carte de la France où Carcassonne est située, et je vois que dans l'attribut alt, ils indiquent localisation de Carcassonne. Ok, c'est vrai que l'image, elle décrit la localisation de Carcassonne, mais si moi je vois pas, quelle information j'ai pour me dire où est Carcassonne? Un voyant, il le voit, que c'est au sud de la France, que c'est entre Toulouse et Montpellier, alors qu'un non-voyant, il sait juste qu'il y a une localisation de Carcassonne. Il peut avoir les images aussi qui devraient être mis décoratives. Là, une liste de partenaires. On pourrait se dire, il y a une information, et si j'allais utiliser l'inspecteur de code, je verrais en effet que l'image serait remplacée par AMF, DCF, etc. Mais par contre, si j'utilise une synthèse vocale pour voir comment c'est retranscrit, eh ben, je vais voir image AMF, Association des maires de France, site de l'AMF. J'ai l'impression qu'on me dit 3 fois la même chose. Est-ce que j'ai besoin de rajouter une information qui est déjà présente dans les liens qui sont en dessous? Ça fait perdre énormément de temps aux personnes qui naviguent avec une synthèse vocale. Si vous faites un test, et c'est faisable, hein, on trouve des tutos facilement pour la synthèse vocale, vous allez voir que la navigation est très lente. Du coup, il ne faut pas surcharger d'informations inutiles. Là, en l'occurrence, on peut considérer ça comme décoratif. Je vais prendre un dernier truc. Tiens, celui-là, oui, il est sympa. Un formulaire. Ce formulaire, on voit que cherchez-vous. Le que cherchez-vous, il utilise l'attribut qu'on appelle placeholder, du coup, qui ne va pas être retransmis par toutes les synthèses vocales. En l'occurrence, dans un formulaire, il faut utiliser les labels pour indiquer quel est l'élément, comment remplir un champ comme celui-ci. Et on voit qu'on a un bouton avec une petite loupe pour pouvoir rechercher. En l'occurrence, comme c'est une image, c'est du SVG qui est à l'intérieur. Ce SVG, il n'a aucune alternative textuelle. Donc du coup, quelqu'un qui arrive sur le site ici, il a un champ de recherche sans savoir que c'est un champ de recherche, ou même le bouton, il n'a pas d'information à cet endroit-là. Donc voilà, là c'est un organisme public. Je crois qu'il revendique d'être 100% conforme. C'est vraiment pas du tout le cas. Vu qu'il ne reste pas très longtemps, je vais passer à mon chapitre suivant. Comment monter en compétence si vous voulez commencer à vous familiariser avec l'accessibilité. Vous avez le site du W3C qui a différents articles très intéressants sur l'accessibilité. Moi, je vous recommande d'apprendre à se servir d'un lecteur d'écran. NVDA, par exemple, sous Windows, est un logiciel libre et gratuit. On peut utiliser VoiceOver sur Mac ou Orca sur Linux. Du coup, ça permet vraiment de se rendre compte, est-ce que ça marche ou ça marche pas. Moi, j'aime beaucoup le site Accès au Web, qui est proposé par Atalan, qui est vraiment de la vraie vulgarisation sur l'accessibilité. Ils ont 3 notices différentes qui ont plein de bons conseils pour l'appliquer. Le référentiel lui-même, qui est un peu dense, etc. Mais c'est quand même là-dessus qu'on est jugé. Globalement, je finirai en indiquant que l'absence d'accessibilité est particulièrement injuste pour les publics qui en ont besoin. Se préoccuper de l'accessibilité, c'est forcément l'affaire de tous. Et du coup, je vous remercie. Je vous indique... Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur... Alors, moi, j'ai fait une formation et une certification en accessibilité. Et pour les gens qui ne sont pas du tout au courant de comment ça se passe, il y a quand même une partie extrêmement importante sur le langage du JavaScript. Oui. Et si on n'est pas du tout formé au JavaScript, eh ben, on n'a pas sa certification comme moi. Donc j'ai été formée mais pas certifiée.
Et parce qu'il faut quand même monter en compétences en JavaScript, notamment pour tout ce qui est formulaire. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on n'aborde pas toujours dans l'approche accessibilité. Il y a toute une partie qui est quand même assez commune à quasiment pas mal de métiers de développeurs ou de front ou de back. Enfin, là, on se rejoint. Mais par contre, en effet, il y a des niveaux sur lesquels on peut vite pêcher si on n'est pas conscient de ce que ça veut dire aussi derrière en termes de langage. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur aujourd'hui les formations, si on veut monter en compétences, ou les certifications? Est-ce qu'on peut quand même s'en sortir sans être certifié ni formé? Voilà. Est-ce que tu peux juste étayer? Je pense que ça dépend vraiment des formations. Il y a, moi, je trouve qu'il y a un manque par rapport à la formation. Et étant moi-même formateur, je trouve qu'on aurait dû faire partie des premiers métiers où il devait imposer quelque chose, parce que si les formateurs étaient suffisamment formés à l'accessibilité, eh ben, ils transmettraient ces bonnes pratiques à tous les futurs professionnels qui arrivent, et on ne fait pas partie de ces listes d'entreprises qui sont concernées, et je trouve ça vraiment dommage. La deuxième chose que je trouve dommage, c'est que les certifications, ça a été tellement un domaine de niche que c'est des formations, c'est des certifications qui sont internes à chaque centre. Il n'y a pas une certification qui est reconnue d'État, ça manque un peu. Il y a clairement certains grands noms, on pourrait citer Access 32, Temenis, Atalan, il y a un certain nombre de grands noms comme ça dans l'accessibilité qui sont reconnus parce qu'ils sont dans le domaine depuis tellement longtemps qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, par rapport aux prérequis, de ce que j'ai suivi, moi, ça dépend énormément de la formation qui va être suivie. Les formations pour faire des audits en accessibilité, clairement, il y a un niveau technique HTML, CSS, JS qui demande d'être vraiment là. Et j'imagine que c'est une formation comme ça que tu citais. Je sais que la plupart de ces centres de formation proposent des formations plus faciles d'accès, où ça ne va pas permettre de... L'objectif n'est pas de faire un audit d'accessibilité, mais d'intégrer des bonnes pratiques à son métier. Il peut avoir des formations spécifiques pour les concepteurs, donc les UI, UX designers par exemple. Il peut avoir des formations spécifiques pour les développeurs ou pour les chefs de projet, qui du coup sont moins longues, moins chères et ont des prérequis qui sont adaptés au métier qui est concerné. Donc voilà ce que je peux en dire de ce que je connais. Une autre question ? Oui. Oui, moi j'en avais une. Alors, tout d'abord, merci d'avoir fait une conférence sur le sujet. Et après, on a vu en termes d'handicap, tout ce qui était en termes de visibilité, navigation. À un moment, tu as mentionné la dyslexie, qui est un handicap encore très à part. Bon, je sais que la conf était courte, mais est-ce que tu as des conseils en termes de police typographique? Il me semble qu'il y a une typo qui était sortie à un moment spécifiquement pour les dyslexiques. Il y en a plusieurs des typos pour les dyslexiques. Moi, j'en ai repéré 3 ou 4 des typos. Elles sont assez différentes. Pour les dyslexiques, il peut y avoir certains outils qui peuvent faire basculer le site internet dans tel ou tel typo. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose, en tout cas, ça ne fait pas partie des critères du RGA de devoir le proposer, parce que, en l'occurrence, les personnes qui en ont besoin ont souvent cet outil-là installé via une extension dans leur navigateur, et les outils qui proposent des trucs très spécifiques, d'augmenter le contraste de façon un peu artificielle, etc. Souvent, ils ont une efficacité qui est un peu réduite, qui est souvent un peu décriée, qui souvent donne trop l'impression au webmaster d'avoir fait le travail. Ah, ça y est, j'ai mis cet outil, ça règle le contraste, c'est bon, j'ai réglé l'accessibilité. Si j'ai pas tout à fait couvert, je pourrais dire que j'ai fait ça et que je sais pas trop. Donc, en général, par les professionnels en accessibilité, ces outils un peu automatiques, ils sont pas trop appréciés. Par contre, pour parler plus spécifiquement des typos qui concernent la dyslexie, de ce que j'ai compris, le principe, c'est d'avoir le minimum de lettres qui puissent être symétriques. Comme il y a des notions spatiales droite-gauche qui sont compliquées, quand on a une lettre B minuscule
qu'on pourrait retourner en D minuscule, et ben du coup ça devient compliqué. Et c'est pour ça que quand la typo, elle sait avoir une forme vraiment différente et pas seulement retourner la lettre, ça devient beaucoup plus facile à lire pour les dyslexiques. Merci. Mathias, Oui, je suis là. c'est fini. Bah écoute, Allez, ous dehors, on va manger. non, ben, je pense qu'on va pouvoir te remercier pour ta conférence.